Bienvenue à ce petit déjeuner de TDIE un peu exceptionnel. Nous nous voyons 5 fois, 6 fois par an pour évoquer des sujets généralement un peu prospectifs. Ici, nous ne sommes pas sur un sujet prospectif ce matin. Nous sommes au cœur du volcan ferroviaire, et nous avons, pour animer ce petit déjeuner, bien évidemment, le plaisir d'accueillir Jacques Rapoport, le président de RFF. Et le sujet, bien évidemment, il n'est pas besoin de le présenter. Il s'agit de la réforme du secteur ferroviaire, il s'agit de la réforme de la SNCF, il s'agit d'une réforme qui était attendue depuis bien longtemps, notamment depuis les états généraux du ferroviaire qui se sont déroulés voici 3 ans. Nous avions tous le sentiment qu'il était nécessaire d'agir dans ce domaine, qu'il était nécessaire de recomposer le système ferroviaire et notamment le gestionnaire d'infrastructures, qu'il était nécessaire de trouver des approches pour maîtriser le budget du système ferroviaire et bien évidemment de poser des questions essentielles comme la question des personnels, des cheminots, du statut. Comment allait-on gérer avec eux cette réforme du ferroviaire? 1000 questions qui vous viennent, j'en suis sûr, à l'esprit et que nos invités vont pouvoir développer ce matin dans un échange qui, j'en suis sûr, sera un échange très intéressant. Alors, avant de passer la parole à Michel Agege, qui, d'habitude anime ces petits déjeuners, je voudrais excuser l'absence de mon ami et coprésident Louis Nègre, qui a eu une obligation impérieuse ce matin, et puis les présidents de région également qui ne peuvent pas se joindre à nous puisqu'ils ont un bureau de l'ARF à 8h ce matin qui les mobilise. Donc je passe la parole tout de suite à Michel et puis ensuite l'exposé de Jacques Rapoport, l'échange et le débat. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui le savent, on va essayer de respecter la tradition de nos petits déjeuners débats, c'est-à-dire que les intervenants répondront à un certain nombre de questions que je leur poserai, mais cela va être précédé par une présentation par Jacques Rapoport, président d'RFF, de la réforme, de la vision qu'il en a, et nous pourrons très vite après, avec les intervenants de la table et avec vous-même ensuite dans la salle, en débattre. Voilà, donc je pense que vous connaissez, je les présente en 2 mots, mais nous avons M. Garel, si je vais de ma gauche à ma droite, si c'est pas plus mal finalement comme ça, qui est délégué CGT cheminot à la SNCF, Jean-Marc Janaillac, président de Transdev. Bon, je pense que toutes ces personnalités n'ont pas besoin d'être présentées plus que cela. Jacques Rapoport, bien sûr. Georges Dillalot, qui est président de la commission ferroviaire au MEDEF. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça quand même, à peu de choses près. Et Jean Lenoir, qui est vice-président de la FNOT, la célèbre fédération des associations d'usagers de transport. Voilà, donc je passe immédiatement sur ce sujet compliqué et qu'on va essayer de faire avancer aujourd'hui. La parole à Jacques Rapoport. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord remercier TDIE et ses 2 coprésidents pour avoir organisé cette rencontre et ce débat. J'ai passé 5 années en dehors du secteur ferroviaire, toujours dans le service public, et j'ai retrouvé au début de cette année le secteur ferroviaire avec beaucoup de plaisir, avec d'autant plus de plaisir qu'on a une grande réforme de modernisation à conduire, que c'est un secteur animé de beaucoup de débats, d'un peu de passion, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on aime le chemin de fer dans ce pays. Et je voulais vous faire partager ma conviction que nous sommes en mesure de faire réellement progresser le chemin de fer en France, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors notre système ferroviaire est souvent critiqué, et je vais moi-même le faire. Je voudrais qu'on n'oublie pas que c'est l'un des tout meilleurs du monde.
Les différents classements européens, vous les connaissez tous, nous placent à peu près en deuxième ex-aequo, sachant que les Suisses sont champions de toutes catégories, mais qu'ensuite, entre le réseau allemand et le réseau français, eh bien, on se tient à la corde. Et donc, le premier propos que je voulais tenir, c'est que malgré tous les dysfonctionnements que nous avons à traiter, nous pouvons globalement être fiers de notre système ferroviaire. Ceci étant, comme les assises du ferroviaire d'il y a maintenant près de 2 ans, pas tout à fait, 22 mois l'ont montré, notre système ferroviaire, s'il est plus performant qu'on le dit, l'est nettement moins qu'il devrait l'être, compte tenu des ressources de toute nature, d'abord humaines, techniques et financières, des ressources de toute nature que la nation lui alloue, il pourrait être beaucoup plus performant. Alors ce système a, grosso modo, et je parle là, je reprends les conclusions des assises, 3 dysfonctionnements. L'infrastructure est répartie entre 2 entreprises selon un modèle unique au monde que personne ne nous a jamais copié et dont je peux ajouter que personne ne nous copiera jamais, puisqu'il revient à éclater dans 2 entités que les institutions conduisent à s'affronter, à éclater une fonction unique qui est celle des métiers de l'infrastructure. D'autres pays ont des séparations verticales différentes. Le périmètre de l'infrastructure peut varier, mais il n'y a nulle part de coupure verticale comme nous en avons une chez nous, entre ce qu'on pourrait qualifier la tête et ce qu'on pourrait qualifier les jambes. Bref, nous sommes dans un système qui ne marche pas, qui marche d'autant moins que nous avons depuis maintenant 3-4 ans, et probablement pour plusieurs décennies, un volume très important de travaux sur le réseau qui nécessite une coordination extrêmement étroite entre les différentes activités de l'infrastructure et de surcroît entre l'infrastructure et l'exploitation. Deuxième dysfonctionnement, je viens de l'aborder rapidement, mais je voudrais y redire quelques mots. Le ferroviaire est un système. Il s'agit de distinguer les activités, et l'activité infrastructure et l'activité transport méritent d'être distinguées mais pas séparées. Je rappelle que le ferroviaire est la seule activité où le lien entre l'infrastructure et le transport est continu tout le long des opérations, premièrement. Et deuxièmement, le ferroviaire est une activité à une dimension, contrairement à la route qui est à 2 dimensions, ou le maritime qui est à 2 dimensions, et l'aérien qui est à 3 dimensions. Donc la logique système d'intégration technique entre l'infrastructure et le transport est une logique incontournable sous peine de dysfonctionnement majeur, dysfonctionnement que nous connaissons. Je vais en prendre un seul exemple, heureusement que les élus régionaux ne sont pas là, parce que sinon ils se fâcheraient. L'introduction de Régiolis, avec un non-dialogue entre l'infrastructure et le matériel roulant, montre toutes les difficultés qu'on subit in extremis, où on doit reprendre toute une série de travaux d'infrastructure dans des conditions évidemment pas optimales, puisque ça n'a pas été anticipé comme ça aurait dû l'être. Et conséquence de ces 2 dysfonctionnements, il y en a un qui vient tout naturellement et qui est une conséquence et non pas une cause. Le système n'est pas maîtrisé financièrement. 1 milliard de déficit par an, 3 milliards de dettes en plus. Alors on peut accuser plein de choses. Ma conviction est que la dérive financière est le fruit des 2 dysfonctionnements que je viens d'énoncer, une gestion d'infrastructure négativement éclatée et une logique système ignorée par la présence de 2 institutions qui sont amenées à s'affronter, non pas du fait des hommes. En 15 ans, les hommes ont changé et l'affrontement a perduré. Non pas du fait des hommes, mais du fait d'une logique institutionnelle qui les conduit à s'opposer. Alors, les conclusions des assises, et je crois les conclusions générales de tout le monde, c'est qu'il faut regrouper les activités d'infrastructure comme c'est le cas dans tous les pays d'Europe. Il faut regrouper les activités d'infrastructure. Ça, c'est évidemment l'élément de consensus auquel tout le monde adhère et qui ne soulève aucune difficulté. Alors le fait que tout le monde y adhère à vrai dire depuis longtemps, depuis bien avant les assises, et que ça n'a pas été fait, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Parce que si c'était si simple, il y a déjà longtemps que ce serait fait. Si ce n'est pas simple, c'est qu'il y a grosso modo 2 grands modèles pour réaliser cette unification de l'infrastructure. Il y a le modèle intégré qui consiste à mettre l'infrastructure au sein
d'une entité globale ferroviaire. J'emploie le mot entité parce qu'on verra qu'il y a différentes solutions possibles. Et il y a d'autre part la logique, alors cette première logique est plus une logique, je dirais, de respect des traditions du service public, appelons-la comme ça, même si je suis sûr que les partisans de l'autre formule vont contester cette appellation que je donne. Et l'autre formule, c'est la formule prônée au nom de la concurrence par les autorités communautaires, qui est celle de la séparation stricte. Le gestionnaire d'infrastructure étant gestionnaire d'un monopole naturel, doit pouvoir être complètement séparé des opérateurs ferroviaires parce qu'il doit veiller à ce que la concurrence soit équitable entre ces opérateurs ferroviaires. Alors ces deux grandes options connaissent toute une série de variantes sur lesquelles je ne vais pas rentrer, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que la commission des assises du ferroviaire, la commission dite gouvernance, présidée par Véronique Morali, a conclu en faveur du gestionnaire d'infrastructure unifié, pas de débat, mais a conclu en faveur du modèle intégré. Il y avait évidemment des représentants de toutes les options, mais ce qui s'est dégagé de cette commission, c'est le modèle intégré. Voilà les termes du débat. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi maintenant ? La première chose qu'il y a, je dis ça dans le désordre, hein, je veux pas hiérarchiser. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi et en même temps, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? La première chose qu'il y a dans le projet de loi, c'est un gestionnaire d'infrastructure unifié. C'est-à-dire la préconisation unanime de tous les acteurs est pleinement respectée. Ce gestionnaire d'infrastructure unifié, ce n'est pas une entreprise indépendante, on y reviendra, puisqu'il est intégré au sein d'un groupe. Ce n'est pas non plus une branche ou une division subordonnée. C'est quoi les caractéristiques d'un gestionnaire d'infrastructure unifié ? Il y en a 4. Premièrement, de plein exercice, c'est-à-dire qu'il rassemble la totalité des activités de l'infrastructure. C'est le cas. La gestion de la capacité, la tarification, la maintenance, la circulation, l'investissement et la gestion patrimoniale. Ces 6 attributions constitutives des métiers de l'infrastructure. Il y a une activité infrastructure au sein de laquelle il y a des métiers. Les métiers sont au pluriel, l'activité est au singulier. Eh bien, ce projet de loi confère la totalité de ces 6 attributions au gestionnaire d'infrastructure. Deuxièmement, ce gestionnaire d'infrastructure est unifié en ce sens qu'il dispose de toutes les ressources publiques affectées à cette activité, de toutes. Troisièmement, c'est un gestionnaire d'infrastructure responsable et autonome. C'est une entreprise, c'est un EPIC, donc un EPIC c'est une entreprise à statut public, mais c'est une entreprise avec son conseil d'administration, son président, son contrat de performance, son budget, son bilan, ses charges, ses recettes, ses personnels. Et il sera l'employeur de ses personnels, donc il a la responsabilité normale de toute entreprise. Ce n'est pas une branche ou une division du groupe, c'est une entreprise. Et quatrièmement, dernier point qui en font un vrai gestionnaire d'infrastructure, c'est qu'il est totalement indépendant de l'entreprise ferroviaire et des entreprises ferroviaires. Au sein du groupe public sur lequel je vais revenir, entre l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure va s'établir des relations commerciales, puisque, en vertu des dispositions communautaires, le gestionnaire d'infrastructure ne peut pas être financé par les ressources générales du système, il est financé par un système de péage. Et un système de péage, c'est un système de relations commerciales, de paiement et de facturation commerciale. Et donc, de ce fait, le gestionnaire d'infrastructure ayant des relations commerciales avec l'entreprise ferroviaire est évidemment totalement exempt de toute influence possible de sa part. Pour garantir ça, parce qu'on sent bien que c'est un point qui fait débat, eh bien, ce gestionnaire d'infrastructure a encore 2 caractéristiques complémentaires. D'abord, ces instances de gouvernance sont nommées par l'État et non pas par le groupe. Le président et le conseil d'administration sont nommés par l'État. C'est évidemment un élément très fort de distinction avec le transporteur. Et deuxièmement, il est placé sous le contrôle d'une autorité de régulation, l'ARAF, dont les pouvoirs, alors le débat est évidemment centré sur l'avis conforme. Vous le savez tous, cet avis conforme sur la tarification va être établi dans le cadre de la discussion parlementaire. Et pour ma part, je me réjouis que cet avis conforme soit rétabli dans le cadre de la discussion parlementaire, même si les arguments contre cet avis conforme sont des arguments qui méritent d'être pris en compte.
mais dans l'ensemble, il vaut mieux que l'autorité de régulation dispose d'un avis conforme sur la tarification, plus des pouvoirs nouveaux sur la nomination du président, la nomination et la révocation du président du GI, plus des pouvoirs nouveaux sur la politique d'investissement et de maintenance du gestionnaire d'infrastructure. Voilà des éléments qui permettent de garantir que ce gestionnaire d'infrastructure bénéficie de l'indépendance requise par rapport aux transporteurs, pas par rapport au groupe, par rapport aux transporteurs, qui garantissent qu'il pourra gérer la concurrence dans des conditions de parfaite équité, là et au rythme où les pouvoirs publics décideront ou ne décideront pas d'introduire la concurrence. Je ne dis pas par là, et le président de RFF n'a pas à se prononcer sur la concurrence, je dis que le système qui est proposé par le projet de loi est un système qui fonctionne s'il n'y a pas de concurrence, qui fonctionne s'il y a de la concurrence. Nous mettons en place un système qui est en mesure de mettre en œuvre la politique que les pouvoirs publics décideront, quelle que soit cette politique. Deuxième grand aspect, le groupe public intégré. Ce groupe public intégré, je voudrais le dire ici, est un groupe intégré. Et donc, ceux qui sont partisans de la séparation complète doivent logiquement être hostiles à ce projet de loi, puisque ce projet de loi prévoit une vraie intégration des forces publiques, des forces du service public au sein d'un groupe intégré. Alors ce groupe intégré, il dispose de 3 attributions fondatrices qui en font non pas un gestionnaire des tailles crayons, mais qui en font un pilote global du système. Intégration stratégique, c'est le groupe qui définira la politique ferroviaire qui sera proposée au pouvoir public, parce que je rappelle, ce n'est pas les opérateurs qui définissent la politique ferroviaire, c'est les autorités politiques, nationales ou régionales, et donc le groupe public va être une force d'expertise et d'études et d'instruction pour permettre au pouvoir public de définir la politique ferroviaire. Mais il y aura une seule politique ferroviaire proposée par les 2 acteurs du service public que sont le transporteur et le gestionnaire d'infrastructure. Donc intégration stratégique, premièrement, avec la dimension économique, ça va de soi. Deuxièmement, l'intégration technique. J'ai parlé de Régiolis, je pourrais vous parler de la gare de Lyon, où on va constater qu'on a dépensé quelques millions pour rien, parce que dans son coin, le gestionnaire d'infrastructure a défini une rénovation qui ne convient pas aux transporteurs. Bon. Donc, intégration technique, la logique système doit être prise en compte. Alors, je voudrais à ce point souligner un mot, j'en aurai bientôt terminé. Lorsque nous avons un marché ouvert à la concurrence, où les acteurs sont éclatés, comme c'est le cas en Angleterre, voire en Suède, où l'opérateur historique a entre 40 et 45% des parts de marché. Lorsque nous avons une panoplie, une grande diversité d'opérateurs, seul le gestionnaire d'infrastructure peut être en charge de la logique système. Chaque opérateur est intéressé et mobilisé sur sa compétitivité par rapport à ses concurrents. Le système technique, il est le même pour tout le monde. L'infrastructure est la même pour tout le monde. Je ne dis pas qu'ils ne s'y intéressent pas, parce qu'évidemment, leurs locomotives et leurs trains sont en fonction des choix techniques sur l'infrastructure. Mais ils n'ont pas la vision globale de l'équilibre du système, parce que ce n'est pas le rôle d'un opérateur en concurrence et ayant des parts de marché limitées sur un marché très large. Lorsque nous avons, comme en France, un opérateur qui détient 95% des parts de marché, et j'ajoute qu'il paye 98,5% des péages, je pense qu'il faut le dire aussi, mais qui a 95% des parts de marché, il est parfaitement clair qu'il n'est pas seulement concerné par sa propre efficacité, ce qui est évidemment le cas, mais il est aussi concerné par l'équilibre global du système, parce que l'opinion publique se tourne vers lui sur ce thème du bon fonctionnement du système. Et on sait bien en France que c'est la SNCF qui est systématiquement sollicité politiquement, médiatiquement, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, et il y en a sur notre système. Donc la différence fondamentale entre un système complètement éclaté à l'anglaise et un système ouvert à la concurrence, mais concentré comme en France, ou comme en Allemagne, ou comme en Suisse d'ailleurs, c'est que l'opérateur historique disposant de parts de marché majoritaires est concerné et impliqué dans le bon fonctionnement d'ensemble du système. Et si on sépare cet opérateur historique du gestionnaire d'infrastructure, vous avez 2 acteurs
qui sont tous les deux concernés par la même chose, et ce qui conduit inévitablement à l'affrontement. Et c'est là la vraie logique du groupe public, c'est que les deux acteurs du service public répondent et visent aux mêmes objectifs, d'où cette intégration technique. Et puis enfin, troisièmement, l'intégration sociale. Vous le savez bien, la volonté de tout le monde est de préserver définitivement, pas simplement dans cette réforme, l'unité du monde ferroviaire, l'unité des acteurs ferroviaires et des salariés ferroviaires. Après, dans le cadre du statut, évidemment, nous sommes en train d'ailleurs de travailler sur une unification des statuts contractuels entre les contractuels SNCF et RFF. Donc, non seulement on vise à préserver l'existant, mais à renforcer l'intégration. Donc voilà la force du groupe, c'est qu'il garantit l'unité du système là où il y en a besoin, sur la stratégie ferroviaire, sur la logique système technique et sur l'unité sociale. Et là où ça relève de chaque opérateur, le transporteur de développer son fonds de commerce dans un cadre qui progressivement s'ouvre à la concurrence et le gestionnaire d'infrastructure garantir l'équité de concurrence, le groupe public dans ces domaines-là n'a pas de responsabilité. Donc ce groupe est effectivement intégré et le restera. Je sais bien que le débat se pose sur savoir si demain une autre majorité a envie de défaire. Moi, ma conviction est que nous sommes en mesure en quelques années de montrer que ce système fonctionne dans le respect de la concurrence. D'ailleurs, je note que les autres pays d'Europe qui sont beaucoup plus ouverts à la concurrence que nous, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, ont des systèmes intégrés. Et donc le système intégré, avec les garanties que met en place le projet de loi sur l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure et sur le rôle du régulateur, ces garanties mises en place par le projet de loi assurent l'équité de concurrence. Et je ne vois pas quel futur président du gestionnaire d'infrastructure, qui s'appelle Paul, Pierre ou Jacques, non j'enlève Jacques, Paul ou Pierre, je ne vois pas quel responsable du GI irait s'amuser à donner des sillons plutôt à la SNCF qu'à un autre. Enfin, je veux dire, c'est une vision purement théorique et qui n'a aucune réalité. Alors, il y a d'autres sujets dans le projet de loi, je ne ferai que les ouvrir. Il y a le cadre social harmonisé, sur lequel j'insiste pas, mais qui ouvre une porte, puisque c'est la négociation qui définira les choses. Il y a un sujet qui n'est pas abordé par le projet de loi et qui, à mon sens, mériterait de l'être, c'est le rôle des régions. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet bien connu de la liberté de fixation des tarifs. Ça, on est dans le cadre des tarifs voyageurs, pas des tarifs sillons. Il y a le thème de la propriété du matériel. Il y a le sujet de la place des régions dans les gares, puisqu'avec le décret gare de début 2012, en clair, c'est les régions qui payent les gares, disons les choses comme ça, à travers la redevance quai. Bref, il y a encore pas mal de sujets. J'ai la conviction que le débat parlementaire sera riche et que les amendements seront nombreux et qu'ils contribueront à améliorer ce texte-là. Mais je conclus en vous disant que ce texte, à mon sens, permet de garantir les équilibres du système, à la fois concurrence, à la fois intégration système globale, à la fois unité de l'infrastructure, à la fois garantie sociale, et doit nous permettre de beaucoup, beaucoup progresser. Et puis, dernier mot, j'entends souvent dire, mais j'aurais peut-être pu répondre à une question, j'entends souvent dire que le texte, la plume a été tenue par la SNCF. Je conteste radicalement. Il suffit de regarder les propositions de la SNCF dans le cadre des assises. Je les ai là, ces propositions, et vous verrez que le projet de loi n'a rien à voir avec les propositions que la SNCF a formulées aux assises, qui étaient tout simplement de réintégrer RFF au sein de la SNCF. C'était ça, les propositions de la SNCF aux assises, et le projet de loi ne reprend pas ça. Il débloque la situation, il crée les conditions de progresser, il ne résout pas tous les problèmes. Les 32 milliards de dettes, ils ne vont pas s'envoler. Si certains d'entre vous ont une solution pour faire s'envoler les 32 milliards de dettes, je pense qu'il serait en mesure de proposer un amendement qui serait unanimement adopté. Il ne résout pas tous les problèmes, mais il permet de progresser en remettant notre système ferroviaire à l'endroit, en lui donnant une force propulsive, en lui donnant la capacité de négocier à Bruxelles le 4e paquet,
capacité que nous n'avons pas aujourd'hui compte tenu de la faible crédibilité de notre système. Bref, il permet de se remettre à l'endroit et d'aller de l'avant. Merci, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de personnes ici présentes et à la table ont une vision moins positive du projet de loi, même si vous en avez vous-même abordé quelques, disons, les insuffisances. En 2 mots, actuellement, ce projet de loi est en cours de révision ultime par le gouvernement, qui vient d'avoir un avis, comme vous le savez tous, relativement positif, mais pas complètement, de l'autorité de la concurrence, sur un certain nombre de points qui touchent en particulier à l'indépendance des membres du conseil d'administration, des instances dirigeantes auxquelles cette nouvelle réforme aboutira. Et puis ensuite, il y a eu aussi un avis du Conseil d'État que tout le monde attendait, qui, lui, est globalement plus positif en termes de eurocompatibilité. Bon. Donc à partir de là, il y a on va dire, si vous m'accordez l'expression, qu'il y a probablement au moins un petit lifting à faire à ce projet de loi. Et puis on peut penser que le débat parlementaire sera assez animé dans le courant, parce qu'on n'a pas de date très précise, à ma connaissance, du premier semestre 2014. Voilà. Alors à présent, ce que je propose, c'est que nos autres intervenants puissent commenter ce que vient de dire Jacques Rapoport. Et puis ensuite, j'ai préparé 5 questions. Et donc là, peuvent-ils réagir sur disons, l'efficacité globale de cette réforme, en particulier en termes de gouvernance politique, c'est-à-dire d'intervention plus grande de l'État dans la détermination d'une politique des transports, et d'amélioration de l'efficacité et de la productivité du système. Qui veut prendre la parole? Peut-être M. Janaillac dans un premier temps. Bien. D'abord, je vais préciser que je m'exprime en tant que président de Transdev et pas président de l'UTP. Oui, tout à fait. Et donc, c'est les positions de l'entreprise et pas de l'UTP en général. C'est pas facile de répondre après l'introduction très brillante de Jacques Rapoport, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je suis absolument pas d'accord. Alors, le fait que ce projet soit un progrès par rapport à la situation actuelle, ça c'est clair. C'est clair que le fait d'avoir un gestionnaire d'infrastructures unifié permet de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, dysfonctionnements que certains présentent comme le fait de séparer des fonctions, en fait, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a la même fonction qui est exercée par les 2 entités, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et donc, le projet, c'est de mettre les fonctions dans une seule entité. Donc là-dessus, on doit reconnaître qu'effectivement, c'est un progrès. Là, ce sur quoi moi je trouve que le projet ne résoudra pas le problème, c'est bien évidemment celui du caractère totalement intégré de l'entreprise publique, et qui ne fait aucune place à la concurrence, et les exposés de motifs sont très clairs, et là pour conforter la SNCF. Alors, les raisons techniques, je n'y crois absolument pas. L'histoire des 3 dimensions, du rail et de la roue, pour moi, ça ne repose sur rien. C'est de l'idéologie, c'est pas de la technique. J'ai travaillé dans l'aérien et on a un système où, aujourd'hui, c'est comme si on avait dans la même entreprise la DGAC, Air France et Aéroports de Paris. Et le fait que les avions volent, le problème, c'est qu'il se pose, et que si l'avion ne correspond pas avec la tour de contrôle et avec l'aéroport, ça ne fonctionne pas. Bon, alors, partout dans le monde, il y a des entités différentes et ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il nous explique que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait dans la même entreprise le rail et la roue. Dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence. Si on est logique avec cet aspect technique, il n'y a qu'une entreprise qui peut le faire, et donc il y a une seule entreprise par pays européen, et on revient à ce qui se passait il y a 50 ans, et la messe est dite. Donc ces aspects techniques ne reposent sur rien. La seule raison derrière, c'est la volonté, effectivement,
donner une place spéciale à l'opérateur historique. Ce qu'on peut comprendre, on ne peut pas traiter un opérateur qui fait 95% de part de marché comme un nouvel arrivant. Donc, place spéciale, oui. Protection tous azimuts, non. Tout simplement parce qu'on construit des lignes Maginot qui vont, comme toutes les lignes Maginot, être détournées. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'une concurrence, et ce n'est pas n'importe quelle concurrence qu'on propose, c'est une concurrence régulée. On la connaît bien en France. C'est celle qui existe par les DSP dans les villes. Et ces DSP, la situation actuelle, elle a été permise par 2 lois, la loi Fitterman et la loi Sapin. Ce n'est pas ce qu'il y a les hommes politiques les plus libéraux qui existent au monde. Fitterman et Sapin, qui ont créé un cadre régulé, qui ont créé les DSP et qui permettent aujourd'hui à 3 groupes français, dont une filiale de la SNCF, de faire partie des 5 plus grands groupes mondiaux en termes de transport urbain et qui permettent effectivement d'avoir une émulation, une concurrence en respectant un certain nombre de contraintes fixées par les textes, en pratiquant le respect des normes sociales, la sécurité, etc. Donc nous, ce qu'on regrette, c'est que la loi ne soit pas allée plus loin en termes effectivement de séparation stricte des fonctions entre un gestionnaire d'infrastructure qui permettent ensuite à plusieurs entreprises, et parmi lesquelles la SNCF aura forcément et pendant très longtemps un rôle spécial étant donné sa taille, son histoire, ses responsabilités, mais qui ouvre un peu plus le jeu à l'arrivée dans le cadre d'une concurrence, je répète, organisée, régulée, dans lesquelles les régions jouent un rôle fondamental et prépondérant, et qui permettrait d'ouvrir un peu plus de système et de résoudre la deuxième problématique que ne résout pas la loi malgré les promesses de 3 fois 500 millions d'euros d'économie, qui est qu'effectivement on arrive à trouver des voies pour que le système qui certes peut être au niveau de l'Allemagne, mais qui coûte beaucoup moins cher que l'Allemagne. Depuis l'ouverture de l'Allemagne, les subventions du rail allemand à la concurrence, les subventions en Allemagne ont baissé de l'ordre de 30% pour le transport régional. En France, elles ont augmenté de plus de 40%. Et s'il n'y a pas une modification du système, je crains qu'économiquement, on reste dans la même impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Merci beaucoup. Peut-être que Jean Lenoir peut prendre la parole sur cette vision d'ensemble. Merci. Bien, c'est plus pratique de parler en second parce que M. Janaillac a dégrossi bien des points que la FNOT partage totalement. Dans votre question, je soulignerai 2 aspects. Celui d'abord de gouvernance et efficacité. Je crois qu'en termes de gouvernance, c'est évident que le projet est positif. Il y a une volonté très forte. C'est celle de l'État stratège. Mais notre inquiétude, c'est un petit peu le fond de notre inquiétude pour ce projet de loi, c'est passons-t-on réellement des intentions à la réalité. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'État actionnaire et les régions doivent définir la politique des transports. C'est logique, ce n'est pas le rôle des opérateurs, le président Rapoport l'a dit lui-même. Mais en pratique, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je constate? RFF est en train de construire un grand projet très important qui s'appelle le GPMR et qui donc doit ensuite faire valider par l'État stratège quel est le réseau qui veut être exploité en France. C'est une excellente démarche. Le rail est un outil très fortement capitalistique. Il doit être géré sur le long terme. Donc, comment déclinons-nous ça concrètement ensuite? Il nous semble que les contrats de performance doivent comprendre 2 volets. Un premier volet qui est la stratégie à long terme et qui doit être écrite par l'État et par personne d'autre. Ce n'est ni RFF ni SNCF de faire la stratégie. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, il faut décliner des plans à 5 ans, qui sont les responsabilités des EPIC, et passer aux actes. Or, aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que la SNCF a déjà un projet de plan à 5 ans, alors que la stratégie n'est pas définie encore par l'État. Donc notre souci n'est pas tant, de façon générale, dans ce projet de loi, sur la volonté et les intentions que nous approuvons totalement, c'est dans l'application concrète. Je passe maintenant à l'efficacité. Il est évident qu'il faut accélérer les gains de productivité. On est à 30% au-dessus de marché, c'est connu par tout le monde.
au niveau des TER, c'est évident, c'est probablement vrai au niveau des services, des trains d'équilibre du territoire. Il faut améliorer la productivité et changer de braquet. Donc, en ce sens, il est évident que la création du gestionnaire d'infrastructure est un projet urgent parce que c'est un des leviers majeurs pour améliorer cette productivité. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Et sur son autonomie, tout le monde est d'accord aussi. Et nos réserves portent non pas sur l'intention, mais sur la réelle autonomie. Je reviendrai dans l'eurocomptabilité tout à l'heure. C'est ça l'enjeu. Et pour accélérer, pour changer de braquet en termes de productivité, pour nous, il y a un levier qui n'est pas une solution miracle, mais qui est un levier, qui est pratiqué partout ailleurs, dans le monde du commerce. Jacques Rapoport a rappelé l'activité commerciale de RFF, on est d'accord là-dessus. C'est l'ouverture à la concurrence programmée avec pragmatisme, en sauvegardant l'intérêt des services publics du service ferroviaire, qui est l'axe majeur. Et la réponse à ça, M. Janac vient de le dire, ça marche pour les transports urbains, ça marche pour le commerce en général, ça marche pour le ferroviaire. Et en France, l'ouverture à la concurrence n'est qu'en filigrane dans le projet. Et nous demandons qu'elle soit déjà en cours de préparation concrète. Je reviendrai tout à l'heure au niveau de l'eurocompatibilité, dont nous pensons qu'il faut que la préparation de l'ouverture à la concurrence soit beaucoup plus concrète. Et nous avons, en tant qu'usagers, des propositions très simples à faire. J'y reviendrai tout à l'heure. Merci. Je note que vous avez parlé d'eurocomptabilité plutôt que compatibilité, c'est intéressant comme formule. Georges Dillalot, je sais que vous avez très envie de parler du fret, mais globalement, vous allez le faire, bien sûr, mais sur l'économie globale du fonctionnement de la réforme, quel est votre point de vue, s'il vous plaît? Cher Son Michel, efficacité. Je crois qu'il faut quand même, bien sûr, je vais parler du fret, mais il y a deux choses qu'il faut bien scinder dans tout ça. Ce que vient de dire M. Lenoir parle du monde du transport des passagers, qui n'est absolument pas la même vision. Je ne peux pas parler de la réforme ferroviaire sans scinder d'une manière totale la notion passager et la notion fret, qui n'est pas du tout la même. Donc, quand j'entends M. Lenoir, quand j'entends M. Janayac, tout ça, comme dirait M. Lenoir, arriver en troisième position, tout a été dit ou presque, mais je crois qu'il faut quand même faire un tout petit peu d'histoire et s'inquiéter de cette fameuse réforme. J'ai beaucoup amusé le ministre l'autre jour en lui disant que depuis l'an 2000, nous en sommes à notre 6e grand-messe sur le fret ferroviaire pour arriver à un résultat qui n'est pas forcément idéal pour l'industrie. Et je suis obligé, j'en suis désolé, de parler de la notion de l'industriel face au devenir. Et cette concurrence dont parle M. Lenoir, elle existe quand même de manière très intéressante au niveau du fret. On est obligé de le reconnaître. Quand on parle de concurrence, aujourd'hui, le fret, 32% des trafics de marchandises sont faits par des opérateurs autres que la SNCF. Donc on est quand même dans un monde qui est complètement différent entre le monde des passagers et le monde du transport de marchandises. Donc je crois qu'il faut bien scinder dans le discours que l'on peut tenir sur le fret. Le passager, alors je schématise au maximum, vote, le fret ne vote pas. Donc on est dans un contexte où la situation, on pourrait en reparler à longueur de cette journée, pose une véritable problématique sur ce que nous allons devenir, nous industriels, réforme ou pas réforme. Et alors maintenant, j'attends comme saint Thomas de voir comment les choses vont se passer. Je demande à voir. Je suis le premier à espérer que la réforme fonctionne, mais je n'en suis pas forcément sûr dans le contexte qui me fait craindre. Et là, je ne suis pas forcément d'accord avec le président Rapoport, qui me fait craindre une vision SNCFienne de la réforme qui m'inquiète quand même beaucoup plus qu'on peut l'imaginer sur le futur de l'organisation du transport par rail. Donc voilà un peu ma conception et je crois qu'il faut bien en tenir compte. Non pas de ma conception, mais du futur, de ce que peut devenir l'activité ferroviaire en France. J'espère que vous avez raison, Président.
Mais comme je le disais, je demande à voir. Merci beaucoup. Gilbert Garel, voilà, vous avez le micro. Là aussi, je pense que vous avez très envie de parler des aspects sociaux. Vous allez le faire, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue global sur l'efficacité donc, de cette réforme? D'abord, je souhaiterais remercier l'invitation qui nous est faite. C'est rare et pas fréquent que des syndicalistes puissent s'exprimer dans des lieux comme celui-ci. Je vais détonner un peu, bien entendu, hein, avec tout ce qui vient d'être dit. Voilà. Mais on n'entend pas moins de moi, je pense. Est-ce que la réforme du système ferroviaire va répondre aux enjeux? Moi, je voudrais rappeler, on a commencé les premières interventions par les assises du ferroviaire. Les assises du ferroviaire qui étaient issues d'un rapport du sénateur Grignon sur l'ouverture à la concurrence. Et les assises du ferroviaire avaient comme but comment on ouvre la concurrence en France. Et en se disant, ça va tout améliorer. Et puis on s'est rapidement rendu compte au cours de ces assises qu'il y avait deux éléments majeurs. Une structuration, une organisation du système ferroviaire en France qui ne fonctionnait pas. Deux, qu'on avait un système ferroviaire qui n'était pas financé en France et qui croulait sous le poids de sa dette. Et qui n'arrivait pas, y compris, à financer les travaux nécessaires. Alors aujourd'hui, est-ce que cette réforme va répondre à ces enjeux-là, quoi? Voilà. La CGT, mais pas que la CGT, les organisations syndicales dans leur ensemble depuis 1997 disent d'avoir créé RFF, c'est une hérésie, quoi. C'est une aberration d'avoir créé RFF. Il a fallu 17 ans pour que tout le monde ne s'en rende compte, quoi. Ce qui signifie qu'on n'a pas interrogé à cette époque-là les vrais spécialistes, les cheminots. Et qu'on a fait une structure pour cantonner, pour cacher, pour mettre sous le tapis une dette. Mais on a beau la mettre sous le tapis, la bosse est tellement grosse qu'on la voit, quoi. Voilà. Donc sur ce plan-là, la réforme est efficace, puisque précisément elle a Alors, la réforme est-elle efficace sur ce plan-là? C'est est-ce qu'on réunifie suffisamment? Nous estimons aujourd'hui qu'en termes de cohérence économique et sociale, le projet de loi gouvernemental ne va pas assez loin dans la réunification et qu'il faut renforcer la cohésion et l'unité économique et sociale de cette structuration. Il faut créer des conditions de réapprendre aux cheminots à travailler ensemble pendant 17 ans. Pendant 17 ans. Et ça s'est accentué par la politique menée par la direction de la SNCF depuis les dernières années. On a séparé, on a cloisonné, on a mis dans des poches étanches les cheminots pour en arriver à la situation où on est aujourd'hui. Donc ce que nous portons, c'est créons les conditions de réunifier encore plus fort ce système et de faire en sorte que les cheminots travaillent ensemble. Monsieur Janaillac dit qu'il ne croit pas entre la réunification de la route et du rail, quoi. De la roue et du rail. Mais je regrette, hein, qu'on me cite un système guidé où on sépare l'infrastructure du mobile. Qu'on m'en cite un. Voilà. Il n'y a aucun système guidé où on sépare l'infrastructure du mobile. Et pour une raison simple et évidente, c'est sur des questions de qualité, d'efficacité et de sécurité. Personne ne parle de sécurité, hein. Voilà. On a eu quand même un 12 juillet en France. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu un mot sur la sécurité. Voilà. C'est quand même un élément, à mon sens, primordial. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels je voudrais évoquer, mais sans rentrer trop dans de la technique. Mais j'entends l'Allemagne, par exemple. Mais l'Allemagne, le système ferroviaire a été désendetté à 2 reprises. À 2 reprises, le système allemand a été désendetté. La directive 91-440 permet le désendettement du système français. Il y a eu un refus systématique de désendetter le système ferroviaire français. Néanmoins, tous les dysfonctionnements, tout ce que nous vivons aujourd'hui et l'accentuation de ce problème financier du système ferroviaire provient de sa dette, qui est à l'origine, c'est quand même la création des LGV dans les années 80, ce qui signifie aménagement du territoire, ce qui signifie une question de dimension de l'État. Où c'est qu'on a vu un système de transport qui s'autofinance? Il n'y a aucun système de transport qui s'autofinance. Et il faudrait que le rail s'autofinance. Mais ça aussi, il faut quand même poser ce sujet-là sur la table. Dernier petit sujet, après on y reviendra sur les questions sociales, mais j'ai entendu aussi l'ouverture à la concurrence du fret, c'est bien, quoi. On transportait 55 milliards de tonnes de kilomètres au début des années 2000.
On n'arrive même pas à en transporter 27 ou 28 milliards aujourd'hui, quoi. Avec 17, 18, 19, je ne sais plus à combien on en est, d'entreprises qui ont des licences ferroviaires. C'est-à-dire que depuis l'ouverture à la concurrence, on a divisé par 2 le nombre de tonnes de kilomètres transportés par rail en France, où on dit il y a eu X débats autour du ferroviaire, mais j'ai eu aussi X débats autour des questions environnementales, X débats autour des questions de sécurité routière, X débats autour de qui finance les routes. Et cette question-là non plus n'est pas abordée au niveau où il faut. Et nous disons, on a une preuve en France que l'ouverture à la concurrence et le fret, elle est la démonstration, crée les conditions d'un recentrage uniquement sur les activités susceptibles d'être rentables, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises ferroviaires qui dégagent des bénéfices quand même sur le fret aujourd'hui, en délaissant aujourd'hui, volontairement, on délaisse 80% du transport de marchandises à la route. C'est-à-dire que volontairement, tout ce qui est messagerie, ce qu'on appelle nous le wagon isolé, ce qui correspond à 80% du transport intérieur national, volontairement, on l'abandonne à la route, et y compris la SNCF, entreprise publique, y compris la SNCF, le délaisse complètement. On a fermé la quasi-totalité des triages, on a fermé près de 500 gares principales de fret, c'est-à-dire qu'on a créé les conditions aujourd'hui de vitam aeternam, si on n'inverse pas les politiques, de transporter pas plus de 8 à 9% de marchandises par rail, et on laisse le reste à la route. Ça, c'est un enjeu de société, quoi. Et l'ouverture à la concurrence a été l'accélérateur de cette stratégie-là. Alors, quand on me dit l'ouverture, la généralisation de l'ouverture à la concurrence va créer les conditions d'améliorer le transport de voyageurs en France par rail, il va falloir quand même nous le démontrer, et nous le démontrer sérieusement. Et bien souvent, on parle de l'Angleterre, mais je regrette, quoi. En Angleterre, oui, il y a eu généralisation, on est allé au bout de la libéralisation, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vis-à-vis de la société, le rail devient un moyen de transport pour riches en Angleterre, quoi. Voilà, on a cantonné. C'est le pays où l'augmentation des tarifs de la ferroviaire est la plus haute en Europe, quoi. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut pour un service public de transport collectif en France? Si c'est un choix politique, il faut le dire, mais nous, c'est véritablement pas ce qu'on porte aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Juste à titre de provocation, il y a 2 systèmes de transport qui s'autofinancent. C'est la route d'une part, l'aérien d'autre part, mais sauf si on enlève les externalités, mais c'est un vaste débat. Mais c'est simplement un titre de rappel. Je propose, s'il le veut bien, que Jacques Rapoport reprenne la parole en répondant en même temps, et pour rentrer dans le vif du sujet, mais c'est déjà le cas, à la seconde question, donc évoquée déjà un petit peu par Jean Lenoir, qui est celle des bénéfices de la réforme, de manière très précise, pour les voyageurs d'une part et pour le fret d'autre part. Merci beaucoup. Quelques mots rapides. La concurrence. J'ai dit tout à l'heure que ça relevait des décisions politiques et que je me prononcerai ni pour ni contre. Je souligne que le projet de loi ni n'ouvre ni ne ferme. Le projet de loi ne traite pas du sujet. J'ajoute qu'il crée les conditions au système de bien fonctionner, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas concurrence. Ça ne veut pas dire que la concurrence n'est pas un débat, hein. C'est un immense débat, mais ce n'est pas le thème du projet de loi. Deuxièmement, je rappelle pour mes 2 voisins immédiats que la commission Morali a opté pour un système intégré, hein, dans le cadre des assises. Après un long débat, ils ont considéré que le lien rail-route, le lien rail-roue n'était pas un problème théorique. La comparaison avec l'aérien, moi je ferai une comparaison européenne. D'abord, effectivement, si on prend dans l'urbain, il n'y a pas de débat. L'infrastructure et le transport sont complètement intégrés, hein, partout dans l'urbain. Et ça, je crois, dans le monde entier. Je ne crois pas qu'il existe une seule ville au monde où il y ait 2 entreprises, une qui gère l'infrastructure tramway, métro et dépôt d'autobus, et l'autre qui gère le transport, hein. Donc on est bien dans le système ferroviaire, dans un système intégré. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, la plupart des réseaux sont intégrés, hein, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, qui est un système complètement non intégré.
se repose sérieusement la question de la relation entre l'opérateur d'infrastructure et les transporteurs. Donc je ne crois pas que la comparaison aérienne puisse être pertinente compte tenu de la continuité du contact entre l'infrastructure et le transport. Enfin, dernier mot sur les enjeux financiers. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, les 32 milliards de dettes, ils ne vont pas s'envoler comme ça. Moi, ce que je voudrais souligner de façon peut-être un peu cynique, hein, pardonnez-moi, c'est qu'aujourd'hui, le système accélère sa dérive financière. Hein, puisque jusqu'à il y a 2-3 ans, la dette augmentait de 500 millions par an. Depuis 2012, elle augmente de 3 milliards par an. Et je peux dire que quoi qu'on fasse, elle continuera d'augmenter dans les années qui viennent, compte tenu de ce qu'on a dans les tuyaux. Mais parallèlement à ça, et c'est là que je vais être un peu cynique, je constate que les investissements de RFF sont passés de 3 à 7 milliards en 3 ans. C'est-à-dire, on ne va pas se réjouir de la dette, hein, et moi qui suis chargé de la gérer, je m'en réjouis évidemment pas. Mais ça n'a pas été un obstacle aux nécessaires investissements que nous avons à faire. Hein, ça n'a pas été un obstacle. Ce n'est pas au détriment des investissements que se gère la dette. C'est au détriment de ce qu'on va léguer à nos enfants. Ça, c'est bien vrai. Mais ce n'est pas au détriment de ça. Alors, qu'est-ce que ça va apporter pour les usagers voyageurs et les usagers chargeurs? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Soyons très clairs, le seul objectif, c'est d'améliorer le service rendu. Il n'y en a pas d'autre. Alors, comment on améliore le service rendu? Avec nos masses de travaux et d'investissements sur le réseau, une bien meilleure gestion des opérations doit conduire à une accélération de la modernisation du réseau, avec les objectifs qu'on connaît bien, de renforcement de la sécurité. Et M. Garel a raison de le souligner, on a encore des progrès à faire, on a toujours des progrès à faire. Hein, le thème de la sécurité n'est jamais clos, jamais. En matière de régularité, nous avons notamment en zone dense un niveau de régularité qui n'est pas satisfaisant, on le sait bien. L'infrastructure a sa part dans l'irrégularité. Hein, et en matière de capacité. La commission Mobilité 21 l'a montré, et je crois que maintenant ça fait l'objet d'un consensus général. Il vaut nettement mieux écouler du trafic supplémentaire en augmentant la capacité du réseau existant qu'en en créant de nouveaux. Des fois, il faut en créer des nouveaux. Hein, je ne vais pas dire le contraire. Chacun sait comment RFF a été le promoteur d'EOL pour dire qu'on doit parfois en créer. Mais améliorer la performance du réseau existant, on l'a fait par exemple sur le nord de la ligne B cet été, et on voit les résultats. Hein. Nous avons une capacité technologique aujourd'hui de modernisation radicale du système avec une vraie amélioration de sa performance. Ça nécessite une organisation intégrée pour le conduire. Hein, on le sait bien. J'ai été très frappé, je l'ai découvert au moment du drame de Brétigny. Hein, les agents de maintenance, ils continuent à remplir des carnets à souche. Qui fait ça aujourd'hui? Tout le monde a des systèmes électroniques qui permettent de... Enfin, bref. Nous sommes au Moyen-Âge. Donc on a besoin de moderniser ce réseau qui a été sous-modernisé. Il faut que nous ayons les modes d'organisation qui soient tendus vers la modernisation. C'est là qu'est la clé de voûte, c'est la modernisation technologique. Le personnel ne demande que ça. Hein. Voir des méthodes de travail ringardes, ça fait plaisir à personne. Et c'est comme ça qu'on améliorera le service rendu, y compris chargeurs. Parce que de quoi souffre aujourd'hui le fret? C'est que nous ne sommes pas en mesure de donner des sillons de qualité quand les sillons sont de longue distance. Les sillons de courte distance, on y arrive. Mais il est vrai que le fret ferroviaire est d'abord compétitif sur la longue distance, hein, beaucoup plus que sur la courte. Et de fait, malgré les améliorations que nous avons constatées ces dernières années, il y a d'ailleurs un communiqué de presse qui va sortir ce matin, hein, sur l'amélioration de la qualité des sillons. En matière de sillons de plus de 500 km, des sillons fret de plus de 500 km, on n'est pas bon. Il faut bien le dire, je veux dire. Parce qu'il faut moderniser ce réseau et les moyens financiers, on les a. Hein. 7 milliards d'investissements par an, c'est considérable. Mais il faut qu'on ait l'organisation intégrée de techniciens, d'ingénieurs, d'ouvriers qui permettent de conduire cette modernisation. Ok. Jean-Marc Janaillac, sur cette même question, en vous demandant aux uns et aux autres, si vous voulez bien, de faire des interventions plus courtes, de manière à ce qu'on puisse avoir le temps de prendre quelques questions.
La question, c'était sur l'amélioration pour les Voyageurs et fret. voyageurs et fret. Je voudrais revenir sur quelque chose qu'a indiqué M. Garel sur la sécurité. Je pense là-dessus que elle n'est pas déterminée par la nature du système. Clairement, et c'est une question tout à fait importante, on a des exemples de très bons systèmes non intégrés pour la sécurité, de très bons systèmes intégrés, etc. Donc je pense que là-dessus, il faut mettre la sécurité en dehors du débat et ne pas prétendre qu'un type d'organisation, intégrée ou pas, permet plus ou moins de sécurité. L'exemple de la Grande-Bretagne là-dessus peut le prouver. Sur le bénéfice à attendre pour les passagers, on reviendra ensuite sur l'aspect économique. Je pense qu'effectivement, un système qui permet d'avoir une meilleure régularité à la fois pour les passagers et pour le fret est tout à fait souhaitable. Et nous, on considère, alors ça va être un peu le leitmotiv ce que je vais dire, mais qu'effectivement, comme on le voit dans l'urbain, au-delà du système lui-même, c'est-à-dire de l'offre de transport de base, on peut apporter une amélioration des innovations en termes de services, en termes commerciaux, en termes marketing, etc., simplement par, je veux dire, le fait qu'une région propose à plusieurs opérateurs potentiels de desservir des lignes et que le système, avec un système qui permet cette ouverture et qui assure une égalité entre tous les acteurs, permet d'offrir des services supplémentaires, complémentaires, etc. aux passagers, que ça doit constituer une amélioration. Parfait. Jean Lenoir, sur ce sujet. Oui, alors concernant les bénéfices, il y a un point que nous considérons comme très positif, c'est effectivement la meilleure autonomie de gestion des régions en ce qui concerne les services régionaux, à condition bien entendu que les coûts soient maîtrisés. Mais j'ajouterai un autre objectif qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent et qui est pourtant affiché dans les objectifs de la loi, c'est le développement des services ferroviaires. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, le président Rapoport a rappelé tout à l'heure que la France était très bien placée. C'est exact. Mais la différence avec la France, c'est que, et Jacques Rapoport l'a dit aussi, le système s'enlise, ferroviaire français s'enlise lentement mais sûrement, en termes financiers, mais en termes d'usagers, ce que nous constatons aussi, c'est à cause du problème économique des différents services assurés, l'offre étant lente mais régulière régression. Ça a été évoqué pour le fret. Les TET se sont effondrés et ont été à peine stabilisés avec la signature de la convention, mais continuent encore à régresser lentement mais sûrement. Le modèle économique des TER est à bout de souffle. Les régions n'ont plus les moyens de suivre la courbe des coûts de la SNCF et de RFF. Et finalement, ça se traduit par des légères réductions de services. L'exemple le plus récent, c'est le renouvellement du contrat en Franche-Comté, où pour pouvoir passer le contrat, on fait ce qu'on appelle des ajustements de l'offre, c'est-à-dire en fait des réductions de services le week-end et pendant les vacances d'été. Mais est-ce que Jean, la réforme va modifier tout ça ou pas ? Parce que je pense qu'il faut réagir par rapport à cette réforme. Alors précisément, l'enjeu, c'est d'arriver à c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un changement de productivité du système ferroviaire dans son ensemble. J'ai évoqué la concurrence, c'est un des leviers, c'est clair. Le GIU unifié en est un autre levier. Alors, le risque, point positif pour les TER, le point négatif, c'est les trains d'équilibre du territoire. Ça, c'est une vision nationale. Et si le partage se fait entre les régions et l'État pour ces services-là, si on perd une vision nationale des services nationaux, eh bien, ce système-là va s'effondrer complètement. Or, précisément, un des objectifs affichés actuellement et voulus par tous les politiques, c'est le TGV arrive à un stade où les infrastructures nouvelles n'ont plus aucune urgence, mais en revanche, il faut valoriser le réseau historique. Et valoriser le réseau historique, c'est certes valoriser les services du quotidien, les TER, mais c'est aussi les services nationaux dont on n'entend pas parler. Et ça, c'est, encore une fois, un exemple typique entre l'écart et les craintes que nous avons entre les volontés affichées et la réalisation pratique. Mais vous parlez des TET en particulier. Oui. Mais justement, est-ce que l'État qui va reprendre le pouvoir quelque part
ne va pas agir efficacement grâce à cette réforme sur ce plan-là. Eh bien, Il y a déjà un peu d'argent qui a été donné au niveau des matériels. Il y a une accélération récente. C'est de l'achat de matériel, mais reste le problème du financement des services. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans la question que vous nous posez sur la dette va-t-elle être résorbée et globalement, va-t-on ou non atteindre les équilibres souhaités? Ok. Georges Dillalot, sur cette question, peut-être en se concentrant sur le fret, mais si tu as des choses à dire sur les voyageurs, ils seront les bienvenus. Je vais quand même répondre à et assez rapidement, si oui, si je vais possible, faire court. Je vais répondre à M. Garel, quand même, pour faire un peu d'histoire. Si les chargeurs qui sont ni humanistes ni philanthropes ont vu leur part de marché se réduire pendant des années, c'est parce que la qualité de service n'y était pas et que les grèves et répétitions n'ont jamais arrangé le système et qu'on est passé immédiatement et plus facilement vers le monde du transport routier. Il y a quand même une forte responsabilité qu'on ne me fasse pas dire le contraire. Donc à ce moment-là, il faut revoir un peu notre copie. Je pense que ce qu'il faudra revoir pour améliorer cette qualité de service et cette désagrégation du fret, il faudra penser, et là c'est un problème très important que n'aborde pas forcément la réforme, c'est des investissements. Il n'y a pas de miracle. Alors le portefeuille de l'État est vide sur le sujet, mais si on veut véritablement relancer la machine, il faut relancer les installations terminales embranchées, permettre aux chargeurs de revenir au transport ferroviaire en donnant aux 10 chargeurs les moyens d'y revenir, c'est-à-dire en lui donnant une sorte de soult non pérenne et une sorte de challenge tripartite pour permettre aux frères de revenir dans le système, au transport ferroviaire de revenir dans le système. Si nous n'y arrivons pas, il ne faut pas se leurrer, la part du fret continuera de se dégrader. Et toujours pour M. Garel, je rappelle que dans les années 2000, les fameux wagons isolés qui ont disparu un peu du système, mais qui bénéficient quand même à certains gros chargeurs, dont en tant que sidérurgiste je suis, la part de la qualité de service du wagon isolé représentait 46% des trains arrivant à l'heure. 46% des trains arrivant à l'heure. Alors qu'au même moment, le transport routier se situait à 95%. Là aussi, je répète et je conclus, le chargeur n'étant ni humaniste ni philanthrope, on est allé plus facilement vers la route. Le problème est comment revenir vers le fret, c'est le porte-monnaie ouvert pour relancer la machine qui est fondamentale. Gilbert Garel, est-ce que chacun veut bien, plutôt que de faire une analyse globale du système ferroviaire, parce qu'on ne s'en sortira pas, essayer de se concentrer sur ce que la réforme apporte ou pas aux différentes questions posées? Oui, enfin quand même... Fret et voyageurs. Oui, je suis interpellé, je répondrai. Mais, moi, aujourd'hui d'abord, ne faisons pas reposer l'intégralité de la qualité sur le système ferroviaire. Voilà. On l'a dit, un des sujets fondamentaux, c'est la question de la dette et la question du financement. Aujourd'hui, on va y venir justement. En termes d'irrégularité, forcément. Deuxième élément, nous, ce que nous portons, et ce que je disais un petit peu en introduction, c'est qu'on parle de productivité. Moi, je parlerai de réactivité et d'efficacité du système ferroviaire. Aujourd'hui, si la SNCF décloisonnait sa production par activité, on gagnerait énormément économiquement et en réactivité et en efficacité. Aujourd'hui, on ne peut pas développer ici, mais moi, il y a eu un exemple qui est fondamental, le Strasbourg-Portbou, quoi. Voilà. Souvenez-vous, en 2010, 26 heures pour traverser la France, à Belfort, il y avait 250 conducteurs à côté. Mais comme ils n'étaient pas conducteurs qu'en ligne, il a fallu faire venir dans la neige un conducteur de Lyon, un taxi. Voilà. Et aujourd'hui, quand on dit il y a un effondrement du fret, par exemple, aujourd'hui, tous les jours, il y a 30% de conducteurs fret qui se roulent les pouces. Mais la SNCF, volontairement, leur interdit de conduire des trains de voyageurs. Comment, économiquement, on peut réfléchir à ça? Moi, ça c'est une aberration. Bon. Donc, dans la structuration, dans l'organisation de la production, on peut faire des gains de productivité, on peut faire des gains économiques et des gains en efficacité pour tout le monde, sans toucher à la question sociale sur laquelle on viendra après. Après, est-ce que cette réforme va amener un plus et va amener un mieux?
Par exemple, par l'implication pour les voyageurs, les régions vont être le davantage représentées. représentant de l'AFNOT, M. Lenoir le disait. En même temps, on a un système ferroviaire qui est étouffé économiquement, et en même temps, on crée les conditions de réduire les subventions accordées aux régions pour organiser les transports du quotidien. On va rentrer dans une équation économique qui va créer les conditions de dégrader, voire de réduire le transport ferroviaire du quotidien, le transport ferroviaire régional. Mais ça, ce n'est pas la faute ni de la SNCF, ni de la structuration du système, etc. Ce sont des choix économiques sur un service public. Et ça n'a rien à voir avec la concurrence. Alors quand on me dit la concurrence va créer les conditions d'améliorer ça, ça sera la question d'après, quoi. Si on veut... Monsieur Rapoport disait on n'est pas au Moyen-Âge. Moi je dis on est au XXIe siècle, quoi. Ce qui va dégrader le transport du quotidien, c'est quoi? Parce que justement, le transport du quotidien est celui qui est privilégié actuellement dans les projets de SNCF. C'est le transport qui est censé être privilégié, mais sur un réseau qui est dégradé, sur des moyens financiers des régions qui sont aussi en réduction permanente, ce qui signifie qu'on essaie de résoudre des équations économiques qui sont aujourd'hui inextricables, quoi. Donc moi je reviens, hein, c'est la question de la dette qu'il faut revoir, la question du financement du système ferroviaire qu'il faut revoir, quoi. Voilà. Mais je disais, M. Rapoport disait on n'est pas au Moyen-Âge en termes de carnet à souche, on n'est pas non plus au Moyen-Âge en termes de conditions sociales, quoi. Au XXIe siècle, il est inacceptable qu'on puisse penser que pour améliorer la productivité, on réduise les conditions sociales des salariés. Ça non plus, ce n'est pas acceptable au XXIe siècle, on n'est pas au Moyen-Âge. Monsieur le Président Rapoport, question sur la dette, ça a été déjà traité, mais en 2 mots, la réforme ferroviaire va-t-elle permettre de résorber la dette, de la stabiliser dans un premier temps, c'est ça qu'elle dit, puis progressivement de la résorber, tout le monde le sait, par le biais de 3 fois 500 millions d'euros annuels qui petit à petit vont remettre cela à niveau? Oui, je rappelle d'abord que je parle de l'infrastructure. Sur l'infrastructure, le coût de fonctionnement de l'infrastructure, hors frais financiers, c'est 6 milliards par an. Et qu'en 2013, 2014, 2015, après on verra, on investit 7 milliards. Quelle entreprise investit plus de 100% de son chiffre d'affaires? Quelle entreprise investit plus de 100% de son chiffre d'affaires? Donc la dette est un problème terrible, est une menace considérable, et M. Garel a raison de le dire. Ça ne nous conduit pas à du misérabilisme au quotidien. Voilà, c'est la première chose que je voulais insister. La deuxième chose, c'est que la loi prévoit un certain nombre de choses. Elle prévoit notamment une règle très importante, c'est qu'à partir d'un certain niveau de dette, RFF ne financera plus les investissements qui seront intégralement financés par les collectivités publiques. C'est le fameux ratio dette sur MOP. Moi, j'appelais ça suspension de l'article 4. Ça a changé de nom, ça s'appelle dette sur MOP. Mais enfin, c'est la même chose. Et ça, c'est 1,5 milliard des 3 milliards de dettes que la RFF prend tous les ans. Donc, si on applique ça, je reconnais, vous ne le direz pas que je vous l'ai dit, que j'ai quelques doutes sur la capacité d'appliquer ça. Enfin, si on applique ça, il y a déjà 1,5 milliard de dettes supplémentaires qui disparaît. La deuxième chose, nous avons effectivement, avec Guillaume Pépi, ces 3 tranches de 500 millions. Bon, sur le gestionnaire d'infrastructure, nous disons que dans une organisation performante, on est capable de faire 2% de productivité par an. Je vais vous dire, c'est pas la productivité, je le dis tout de suite, c'est pas la baisse des moyens. C'est un rapport entre les moyens et la production, dans un cadre où la production augmente. Donc il s'agit de faire 2% de productivité de croissance. Je pense qu'on serait de mauvais gestionnaires si nous n'étions pas en mesure de les faire. Voilà, donc ça, c'est la première tranche de 500 millions. L'autre tranche de 500 millions, soyons clairs, c'est une contribution de l'État, puisque ce qui est demandé, c'est que nous ne payons plus de dividendes et d'impôts sur les sociétés. Donc en réalité, ce n'est pas une subvention de l'État, mais c'est indirectement une contribution de l'État. Quant à la troisième tranche de 500 millions, c'est aussi pour répondre un peu à Jean-Marc Janaillac. Ça montre bien que l'opérateur historique n'a pas la même vision du réseau que les opérateurs alternatifs. L'opérateur historique dit « Moi, je suis prêt à mettre la moitié de ma marge supplémentaire pour moderniser le réseau ». Modernisation du réseau qui profite à l'ensemble des entreprises ferroviaires, pas seulement à l'opérateur historique. Je pense que si je me tourne vers Jacques Gounon ou M. Tauvette et je vais leur demander quelle est la part de leur marge supplémentaire qu'ils sont prêts à mettre dans le réseau, la réponse est connue d'avance. Donc ça prouve bien que l'opérateur historique a une vision intégrée du système.
Avec tous ces éléments, nous sommes en mesure, en l'espace de 5 ans, pas du jour au lendemain, non pas de réduire la dette, mais de la stabiliser. Et la question du devenir du stock de dette, qui à ce moment-là sera de 45 milliards, il sera plus de 33, parce que les 4 LGV sont dans les tuyaux et c'est 1,5 milliard de dette de plus par an pour RFF, rien que ça. La question de la reprise de la dette se posera une fois qu'elle est stabilisée. Donc le projet de loi permet, s'il est appliqué dans son intégralité, permet à l'échéance 2020 de stabiliser la dette. Parfait. Jean-Marc Janaillac, c'est votre vision des choses? Oui, là, je vais être d'accord avec M. Garel. Je pense qu'effectivement, sans une intervention extérieure, ça sera extrêmement difficile de freiner l'augmentation de la dette et d'enlever ce poids sur l'ensemble du système. Alors, pour répondre plus précisément, alors moi je pense qu'effectivement le projet de loi tel qu'il est va permettre quelques améliorations de productivité parce que le GIE va travailler plus efficacement que les rapports actuellement entre RFF et la branche infra de la SNCF, mais qu'il y a besoin au-delà d'un changement de culture de l'ensemble du système et d'amélioration de productivité très fort en termes d'investissement. Moi, j'ai un exemple tout simple, c'est les tram-trains. Quand vous étudiez le tram-train de Mulhouse, il se trouve qu'on gère la partie urbaine et donc il y a la partie ferroviaire. Quand vous étudiez les différences de coûts d'investissement d'un côté et de l'autre, les différences de coûts de fonctionnement d'un côté et de l'autre. Et à Mulhouse, c'est une SEM. Donc, je veux dire, là-dessus, c'est une entreprise quasi publique. Vous voyez qu'il y a une différence de culture, de système, d'organisation qui fait qu'il y a une forte différence d'un côté par rapport à l'autre en termes d'investissement, de fonctionnement, etc. Et donc, c'est ceci. Et je veux dire, la partie urbaine ne fonctionne ni plus mal, ni avec moins de sécurité. Et au point de vue social, les employés de la SEM de Mulhouse, vous en doutez bien, ne sont pas traités comme des travailleurs du tiers-monde. Donc je pense que c'est en se penchant sur des exemples comme ça et qu'il y a un système qu'il va falloir faire évoluer globalement parce que, effectivement, sinon on va être dans une course et on n'arrivera jamais à réussir à résorber et ensuite à réduire le montant de la dette. Mais malgré tout ça, même si on fait tout ça, je pense qu'à un moment donné, il faudra une intervention extérieure parce que le système ne pourra pas vivre avec ce poids au-dessus de lui. Parfait. Juste pour vous informer, il nous reste une demi-heure, une petite demi-heure grand maximum, parce que nous devons quitter la salle après. Donc il faut absolument, s'il vous plaît, que vous raccourcissiez vos interventions, si vous le voulez bien, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient poser des questions. Donc la dette, Jean Lenoir, je vais être très bref. En 2 mots, il faut la cantonner. Alors, stabiliser la dette, oui. La résorber, non. C'est absolument irréaliste. En tant qu'usagers, nous critiquons, de par notre position, assez souvent à la SNCF et RFF, mais là, le grand responsable, c'est l'État. On parle de l'Allemagne comme modèle, etc. Faut-il holding ou pas holding? Rappelons que, tout simplement, l'État allemand a résorbé la dette. J'ai parlé tout à l'heure de surcoût de la SNCF de 30%. Quel est le surcoût des péages lié à la dette? Environ 25%. Je parle sous le contrôle du président. Donc l'État doit faire son travail sur ce sujet. Et comme il n'a pas d'argent, là encore, il faut s'inspirer de ce qui se fait chez nos voisins. C'est la fiscalité, et qui s'appelle en l'occurrence ici la fiscalité écologique, et qui doit s'inscrire dans le temps. L'écotaxe marche en Allemagne, marche en Suède, etc. En France, c'est une montagne. Alors ça marche partout autour de chez nous. C'est ça qu'il faut faire en France. Donc oui pour la stabilisation, non actuellement pour la résorption, et c'est grave si l'État ne fait pas son rôle d'actionnaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on considère que vous avez parlé de la dette ou vous souhaitez en dire 1 minute, s'il vous plaît? 1 minute pour répondre à ce qu'a dit un peu M. Rapoport, mais dans l'explication du texte de loi sur les 1,5 milliard, 500 millions, 500 millions, 500 millions. 500 millions de productivité par la réunification du GIU. 500 millions, les dividendes. 500 millions, les marges générées par la SNCF.
ces 3 fois ces 5 millions pèsent à 70% sur les salariés, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on va demander à 70% des salariés, 70% de ces 1,5 milliard vont être générés par la productivité des salariés. Ça nous amènera à la question cadre, sur le cadre social. Quand on nous annonce ça, à nous, syndicalistes, mais quand on l'annonce aux cheminots, ça fait craindre beaucoup de choses sur la dégradation sociale qui peut être envisagée. Et c'est le sujet fort, quoi. Voilà. Ce qui signifie qu'on n'a pas cherché à avoir des financements qui viennent alimenter ces 1,5 milliards, et on pourrait en trouver. Le versement de transport aux régions, par exemple. Personne n'en parle. Pourquoi on pourrait trouver 800 millions d'euros de versement de transport qui est aux régions. Sur les 1,5 milliards, on est déjà pas mal, quoi. Et puis, d'autres systèmes, j'y viendrai, mais la taxe poids lourd. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça fait débat, la taxe poids lourd, hein, on n'arrête pas de la reporter. Néanmoins, il va bien falloir à un moment donné la mettre en place. On disait les taxes écologiques, mais bon, et peut-être même la taxation des autoroutes. Aujourd'hui, le système autoroutier français n'est pas un des systèmes les plus taxés en France, quoi. Et aujourd'hui, il est générateur de profits extraordinaires. Nous, on va même plus loin. On dit pourquoi pas la renationalisation des autoroutes. Mais bon, certains ne veulent pas l'entendre. Voilà. Et puis sur la question de la dette, nous sommes convaincus que, sans parler de l'intégralité, une partie de la dette, au moins 14 ou 15 milliards d'euros, doit revenir une dette d'État, quoi. Voilà. Parce que c'est celle qui est issue des LGV. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains veulent... On peut faire un petit break, mais extrêmement rapide, en vous présentant, s'il vous plaît. Oui, Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminot. Effectivement, on a écouté avec attention ce qui venait d'être dit. On partage en partie les constats faits par notre camarade Gilbert Garel. Simplement, ce que nous considérons aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ne rien faire, ce serait pire que cette réforme-là. Cette réforme, c'est la réforme du gouvernement. Elle doit être améliorée. Nous avons déjà travaillé en concertation pour l'améliorer dans le cadre du projet de loi. Nous cherchons à le faire et nous rencontrerons les groupes parlementaires pour l'améliorer. Cependant, quelques remarques quand même. Et ça, M. Rapoport ne l'a pas précisé dans sa présentation. C'est l'augmentation des péages. Et je préfère la fin de votre intervention, monsieur le représentant de la FNUT, la deuxième que la première d'intervention, sur celle de dire qu'effectivement, la hausse des péages devait permettre de financer le système et de financer l'infrastructure. Mais ça a été, depuis ces 17 dernières années, un désengagement continu de l'État. Au fur et à mesure que les péages augmentaient, que les recettes des péages remplissaient les caisses de RFF, la dotation de l'État diminuait d'autant. Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas financé le système derrière ça. Et qu'aujourd'hui, on peut, et tout le monde fait le constat, qu'effectivement, le système n'est pas mieux financé qu'aujourd'hui. Quant aux gains de productivité, et je vais rapidement, aujourd'hui, les cheminots, à travers l'augmentation des travaux tels qu'il a été fait, M. Rapoport l'a souligné, à travers les augmentations de kilomètres train dans le cadre du cadencement des régions, quand on fait dire les chiffres, l'augmentation de 40% des subventions au système subventionné des régions, au TER, c'est en grande partie dû à l'augmentation des kilomètres train. Donc faire une présentation des chiffres qui voudrait dire qu'effectivement il y a eu une dérive des subventions ou une augmentation des coûts, c'est faux. Les cheminots, au quotidien, ils ont amélioré leur productivité. La preuve, c'est que les effectifs ont continué à décroître alors que les kilomètres train et les kilomètres de voies qui étaient renouvelés augmentaient. C'est pour ça que c'est un faux problème. Moi, j'aurais aimé vous entendre, monsieur le président de la FNUT, pour dénoncer le projet gouvernemental d'augmentation de la TVA de 7 à 10% sur les billets de chemin de fer. Parce que là, pour le coup, c'est quand même mettre un frein à ce qu'on veut, c'est d'avoir des transports collectifs écologiques et plus efficaces. Et je terminerai sur le dernier point, c'est celui d'avoir la tentation de vouloir comparer les systèmes urbains au système ferroviaire. Un système urbain, un réseau fermé. Alors que le système ferroviaire national, un système ouvert, où on voit très bien les limites de la régionalisation sur la prise en charge des TET, qu'aucune région ne voulait payer, et que finalement il a fallu trouver une solution pour que ça soit sur la taxe des billets grandes lignes qu'on puisse couvrir les TET. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Il nous reste deux questions. La question sociale.
mais qui, d'une certaine manière, a déjà été traité. Est-ce que vous l'admettez ou pas vraiment? Et l'eurocompatibilité. Donc, ce que je vous propose, c'est que, déjà, Jacques Rapoport, s'il le veut bien, traite l'une après l'autre ces deux questions, dans la foulée, assez rapidement, s'il vous plaît. Je vais aller très vite. D'abord, je voudrais confirmer 2 points que vient de dire M. Aubert. Le premier, c'est qu'en euros constants, en 10 ans, les péages sont passés de 3 à 4 milliards et les subventions de l'État ont diminué d'autant. Donc la forte hausse des péages qu'ont porté le TGV et le TER transilien, a été intégralement affectée à la baisse des concours de l'État. Les recettes de RFF sont stables depuis 10 ans, les recettes globales, mais avec des vases communicants entre ce qui est payé par les utilisateurs du réseau et ce qui est payé par l'État. C'est exact. La deuxième chose, je voudrais confirmer que l'infrastructure SNCF a fait des efforts de productivité considérables au cours des dernières années pour passer de 1 milliard à 2,5 milliards de travaux. Alors évidemment, les travaux sont sous-traités, mais il y a l'intégration au réseau existant qui fait qu'il y a beaucoup de cheminots sur les chantiers, c'est tout à fait normal. Donc je voudrais confirmer ça. Ça ne coûte pas un peu plus cher? Ça coûte pas un peu plus cher? Écoutez, il y a une partie qui est sous-traitée, les comparaisons sont faites, sachant que ce sont des disciplines extrêmement pointues qui sont conservées par les cheminots, disciplines qui touchent à la sécurité, et la sous-traitance n'est pas facile. Je ne parle pas est-ce qu'elle est opportune ou pas, je dis que ce n'est pas simple de trouver des entreprises qui savent faire ce boulot-là, parce que c'est un boulot très spécialisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher, hein, mais ce n'est pas si simple que ça. Sur l'aspect social, moi je voudrais dire très clairement que les 10% de productivité du GIU sont à organisation du travail inchangés. C'est par l'unification de la gestion, la fin de ces guerres de tranchées infra-RFF qu'on doit permettre, par une meilleure organisation et dans le cadre d'une activité croissante, de dégager 2% de productivité par an. Donc je souhaite rassurer ici, je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet conditions de travail, ça c'est le cadre social harmonisé. Mais ce n'est pas l'aspect réforme institutionnelle. L'aspect réforme institutionnelle doit permettre de dégager 10% de productivité organisationnelle et pas de productivité du travail. Sur l'eurocompatibilité, moi, la réponse est claire. On a une autorité en France qui est particulièrement compétente pour apprécier ça, c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a considéré dans son avis qu'il n'y avait aucun problème de compatibilité avec le droit existant. On ne parle pas du 4e paquet. Je veux dire, on peut tirer des plans sur la comète pour savoir ce que sera le droit ultérieur. En l'état actuel du droit communautaire, le projet de loi a été jugé par le Conseil d'État, pas par moi. Moi, je ne suis pas compétent. Mais le Conseil d'État, lui, il est compétent. Il a jugé que ce texte était conforme au droit en vigueur. Parfait. Jean-Marc Janaillac, sur ces deux questions groupées, s'il vous plaît. Oui, sur le cadre social, je pense que là, le projet a prévu une organisation à 3 niveaux, avec le décret socle qui va fixer les conditions minimales, qui sont des conditions liées à la sécurité. Et ça, c'est indispensable que l'État fixe ce niveau-là. Ensuite, il y aura la convention collective qui va être négociée par l'UTP, et donc convention collective avec les organisations représentatives du personnel, qui va valoir pour l'ensemble de la branche. Là-dessus, l'UTP était arrivé pratiquement à une convention collective globale pour le fret, pratiquement jusqu'au bout de la démarche. Donc ça prouve qu'on peut, et d'ailleurs il va falloir qu'on y arrive. Et ensuite, il y aura les accords d'entreprise, dont bien évidemment celui de la SNCF, qui vont se situer dans le cadre de cette convention collective. Donc là, le cadre d'organisation est fixé, donc il va appartenir à l'ensemble des acteurs, donc organisation syndicale et UTP, donc UTP où bien évidemment dont fait partie la SNCF, mais dont font partie également les nouveaux entrants question fret et les potentiels nouveaux entrants un jour question voyageurs. Donc ils vont se mettre autour d'une table et aboutir, et on fera tout pour ça, à une convention collective pour l'ensemble du secteur. Parfait. Juste un rappel aussi, on n'a pas du tout évoqué le régulateur. Donc peut-être que... J'y venais justement. Voilà. Je crois très rapidement, il est impératif que l'autorité de régulation soit renforcée, ou en tout cas ait un pouvoir suffisant pour permettre d'être le garant de l'organisation du système.
Ça, c'est fondamental. Deuxième point, je pense que pour la rendre plus efficace encore, il faudrait qu'elle soit localisée autre part qu'en province et que ce renforcement se fasse à Paris. C'est-à-dire que mettre l'agence, j'ai rien contre sa localisation actuelle, mais je pense qu'il est impératif, et dans son renforcement et dans le futur, qu'elle soit localisée sur Paris, dans le rapport qui peut exister entre les opérateurs, les clients et l'ensemble de l'organisation ferroviaire. Je crois que c'est fondamental. Jean Lenoir. Alors, 2 mots sur le cadre social. Il est évident, harmonisation, oui, à condition de ne pas se tromper d'objectif. Il y a la concurrence intra-ferroviaire pour le fret, mais il y a la concurrence avec la route. L'important, c'est de ne pas arriver à un report modal du rail sur la route. C'est ça qui est tout à fait capital. N'oublions pas l'objectif. Sur l'eurocompatibilité, très simple. Vous savez, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'importance de passer dans les actes de l'autonomie effective du GIU par rapport aux autres opérateurs. Et de ce côté-là, nous n'avons pas connaissance des conclusions du Conseil d'État. Nous connaissons celles de l'autorité de la concurrence, qui a mis un certain nombre de réserves avec un avis globalement positif. Je peux simplement vous dire qu'en tant qu'usager, nous approuvons les réserves faites par l'autorité de la concurrence. Donc tout ça, ce n'est pas incompatible. Alors toujours dans l'eurocomptabilité, il faut les flux financiers. Alors là, franchement, nous y sommes opposés. Alors on en discutera au niveau européen dans le 4e paquet, mais pour nous, c'est une erreur. Le but n'est pas d'enrichir RFF au détriment de la SNCF. On se demande d'ailleurs comment la SNCF peut aujourd'hui dégager 500 millions d'euros, alors qu'on n'a pas les moyens de financer le renouvellement de son matériel roulant, TGV compris. Donc déjà, la marge de la SNCF, on ne le comprend pas. Dans les flux financiers, non, pour nous, c'est impossible, parce que c'est une source de distorsion de concurrence. Et enfin, le dernier point, je voulais souligner, bon, le régulateur a été évoqué, c'est cette notion de positionnement des gares. Tant qu'on est avec un seul opérateur, c'est pas gênant qu'elle soit de côté SNCF. Dès qu'on va multiplier les opérateurs, la fonction gare doit être absolument indépendante et la proposition de l'autorité de la concurrence de la mettre à RFF est pour nous absolument fondamentale. Et ce n'est pas un obstacle puisque le projet de loi implique clairement que tous les cheminots, quelle que soit leur fonction, seront au statut. Gilbert Garel, sur ces 2 dernières questions. Je commencerai par l'eurocompatibilité. Je pense que non seulement ce projet de loi est eurocompatible, mais il est euroséducteur. Voilà. C'est-à-dire qu'il prépare le 4e paquet ferroviaire très clairement. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et moi, je pense qu'au contraire, la France devrait se positionner très fortement contre le 4e paquet ferroviaire et contre les velléités libérales de Siim Kallas. Aujourd'hui, nous ne sentons pas réellement d'opposition frontale et pourtant la France a les possibilités, à notre sens, de faire modifier en profondeur le 4e paquet ferroviaire. Sur la question du volet social, bon, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais derrière des conditions sociales, il y a la formation, il y a la qualification, il y a la qualité, il y a la sécurité, il y a la continuité de service, il y a l'équilibre vie privée, vie professionnelle, il y a la préservation de la santé physique et mentale des cheminots. Aujourd'hui, M. Dilalo disait tout à l'heure les grèves à la SNCF. Je signale par exemple que la semaine dernière, 7 jours de grève à ECR, pas pour des améliorations, pour que ECR respecte la convention collective nationale qu'ils ont négociée à minima. À minima. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez les opérateurs privés, on ne respecte rien. Je vais plus loin, hein. On ne respecte même pas la sécurité. Voilà. Parce qu'on fait des procédures d'essai de frein dans des normes qui ne sont pas les normes réglementaires et sécuritaires pour gagner du personnel. Et on pourrait inciter bien d'autres, hein, des 13, 14, 15 heures à la conduite d'un train, des journées de 18 heures, sous menace de licenciement. Si on veut faire, comme la route du ferroviaire, une jungle, il faut le dire. Aujourd'hui, la route, c'est une jungle. Voilà. Si, pour l'ouverture à la concurrence, pour gagner de la productivité, pour réduire les coûts, on veut faire du ferroviaire une jungle, il faut le dire. Mais alors, le 12 juillet, il ne fallait pas pleurer, quoi. Il fallait dire, ça va être comme ça le rail demain, quoi. Voilà. Moi je le dis très clairement. Et sur un système guidé comme le ferroviaire, où, on l'a vu, la sécurité est quelque chose qui peut être au top, à des normes de plus de 100%, mais dès qu'on touche aux normes, aux procédures,
et y compris dans le 4e paquet ferroviaire est inclus la simplification des procédures, l'allègement des procédures de sécurité, et y compris aujourd'hui en France, on commence à appliquer des allègements de procédures, on va fragiliser la question de la sécurité. Mais ça, ça aussi, hein, ça peut faire la détermination de choix politiques, mais alors il faut le dire à la nation, hein. Il faut le dire à tout le monde, quoi. Il faut l'inclure dans un débat public. Voilà. Ok, très bien. Ah oui, juste une chose, il y a un rapport sénatorial qui va sortir sur la loi de 2007 et sur la loi Diar de 2012. Je conseille à M. Dilalo de le lire. Il verra que les journées de grève et que sur la question de la régularité et de la dégradation de la qualité de service, les jours de grève comptent infiniment petit. Oui. Simplement dire que la concurrence dont je parlais, ce n'est pas du tout celle qu'évoque M. Garel. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, où on emploie, on est le 2e transporteur ferroviaire en Allemagne, on ne pratique absolument pas le genre de choses qu'évoque M. Garel, et que par ailleurs, je répète fermement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la sécurité, on a des tas d'exemples dans le ferroviaire, mais aussi dans l'aérien et ailleurs, ne dépend pas de la nature du système. Les entreprises publiques ne sont pas plus sécures que des entreprises privées. Ça dépend du système général et de l'organisation du système, du rôle du régulateur, des règles et du rôle de l'État. Donc là-dessus, n'opposons pas les systèmes en termes de sécurité. C'est un faux débat qui ne correspond à aucune réalité. Et la concurrence dont je parle, ce n'est pas du tout celle dont parle M. Garel, c'est une concurrence régulée et avec des entreprises responsables, et responsables en particulier socialement. Bon, je crois que Jacques Rapoport doit nous quitter, c'est bien ça. Est-ce qu'on a le temps a-t-on le temps ou pas de prendre une ou deux questions et surtout de permettre à Philippe Duron de conclure cette réunion ? Si elle est en un mot. Très petite question, enfin 2 toutes petites très petites questions. Bruno Ménien. Donc la première, c'est sur les gares. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler dans le projet de loi, donc si vous avez un avis là-dessus. La deuxième, c'est sur la possibilité de sortir du réseau ferré national certaines lignes. La deuxième question étant, est-il envisageable de sortir certaines lignes du réseau ferré national ? Pour des questions qu'on a déjà beaucoup évoquées. Un mot de réponse ? Oui, sur les gares, je ne partage pas l'avis de Jean Lenoir et ni celui de l'autorité de la concurrence. Je souligne d'ailleurs qu'il n'y a pas de prescription communautaire en la matière. Et si les gares étaient un élément décisif pour la concurrence, il y aurait des prescriptions communautaires. Donc s'il n'y en a pas, ce n'est pas par hasard. La gestion des gares, c'est d'abord une activité commerciale de service au client final. Et ce n'est pas dans les métiers du gestionnaire d'infrastructure. Donc je pense que si la gestion des gares était transférée à RFF, les gares seraient mal gérées. Parce que ce n'est pas notre métier. Et je ne vois pas en quoi la situation actuelle serait de nature à porter atteinte à la concurrence en quoi que ce soit. Sur sortir des lignes du réseau ferré national, soyons clairs, il y a un problème de coût et de bilan socio-économique des petites lignes. C'est pas par, enfin, moi je ne crois pas que ce soit par du tripatouillage juridique qu'on va résoudre le problème. Donc il faut se pencher sur ces lignes, savoir quelle est leur utilité, quel est leur coût, est-ce qu'il existe des modes alternatifs, et notamment par car évidemment. Et je pense que c'est plus des décisions de nature politique sur la base d'expertise technico-financière que de dire je refile le bébé à Pierre-Paul ou Jacques. Moi, j'y crois pas beaucoup à ça. Ok. Bon, Philippe Duron, est-ce que vous faites un mot de conclusion ? Désolé. Très rapide, Michel. Tout d'abord, pour remercier nos invités et, comment dirais-je, d'avoir débattu devant vous ce matin, de Jacques Rapoport, d'avoir exposé avec beaucoup de clarté cette réforme ferroviaire, et puis bien sûr les autres invités qui ont pu essayer de montrer ce qu'elle avait de positif, mais aussi ce qu'elle ne réglait pas. Je crois que quand on parle de ferroviaire, et vous l'avez tous remarqué, on le fait toujours avec passion. Le ferroviaire, je dirais, nous sommes tous attachés au ferroviaire, nous sommes tous attachés à l'organisation ferroviaire de ce pays,
même si nous souhaitons qu'elle soit toujours meilleure, toujours plus efficace. Et on le voit bien, cette loi, c'est une loi nécessaire, c'est une loi indispensable. Mais ce n'est peut-être pas le Big Bang ferroviaire que certains attendaient, si tant est qu'il soit souhaitable d'aller vers un Big Bang ferroviaire. On le voit bien, certains problèmes restent à résoudre et ne seront pas résolus par la loi. Vous l'avez bien montré, la question de la dette reste pendante et elle restera pendante assez longtemps dans la mesure où les finances publiques ne permettent pas ou ne permettront pas dans un délai réduit de faire ce qu'ont fait les Allemands dans une époque qui précédait la crise économique. La deuxième question, c'est bien évidemment la question de la, de la maîtrise de la dépense ferroviaire et de la maîtrise aussi donc de la dette. Eh bien, ici, on le voit, Jacques Rapoport a apporté un certain nombre de réponses à ce sujet. D'autres, M. Garel a évoqué ses inquiétudes sur les conditions de travail des cheminots. Je pense que c'est un sujet qui est important, qui est essentiel et dont nous reparlerons dans les années à venir. Et puis enfin, il y a la question de l'eurocompatibilité. Jacques Rapoport a indiqué quelle était la réponse du Conseil d'État et avec la solidité que peut avoir cette institution. Et bien évidemment, le débat continue jusqu'à l'arrêt du quatrième paquet. Et ici, bien évidemment, je pense que et la SNCF et RFF souhaitent être en ordre de bataille avant qu'on ne conclue le règlement européen, parce qu'il faut mieux être clair quand on négocie. Et je pense que là-dessus, ils ont complètement raison. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus. On s'excuse de ne pas vous avoir laissé plus la parole, mais sur un sujet comme celui-ci, c'est presque une journée de réflexion, de débat et d'échange qu'il aurait fallu. Bonne journée à tous et à bientôt pour reparler du ferroviaire.